Vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que je pense de l'alimentation intuitive, est-ce que je suis d'accord avec cette approche et comment ça s'intègre dans ce que je vous propose ici, dans ce que je vous enseigne et ça m'a donné l'idée tout simplement de faire une série de vidéos que je vais appeler, je pense, revue d'approche ou quelque chose comme ça, où je vous parlerai de différentes approches ou régimes en discutant avec vous de en quoi ça consiste, pourquoi ça a été pertinent à un moment donné ou pourquoi ça a été mis en place, quelle est la philosophie derrière, parce que généralement les gens ne développent pas une approche si ça répond pas à un besoin ou si ça répond pas à au moins en partie à une problématique. Et je vous dirai comment ça s'inscrit dans ce que moi je vous propose, sachant que l'objectif de ces vidéos-là, c'est absolument pas de me mettre en opposition et de dire voilà, les gens font ça, c'est mal, moi ce que je fais c'est bien. Je pense que si vous suivez ce que je vous propose, vous savez que c'est pas du tout ma vision des choses. Je vais plutôt, et ça peut être d'ailleurs frustrant pour certains d'entre vous, parce que je vais plutôt avoir une approche, moi qui est très inclusive, où en fait, je pense que chaque personne qui développe une approche a des raisons de développer cette approche et qu'il y a beaucoup à apprendre et à s'inspirer de tout ce qui est fait. Et ma vision des choses, c'est qu'on est tous très différents. Vous, moi, même si on est tous aussi similaires dans plein d'aspects, et du coup ça va être intéressant d'aller piocher en fait dans chacune des approches, d'aller comprendre pourquoi elle est là. Alors ça veut pas dire piocher en surface en appliquant mal les choses, parce que voilà, les personnes qui ont développé une approche ont toujours de bonnes raisons de l'avoir développée de cette manière-là et de l'avoir enseignée de cette manière-là, mais je parle de le faire vraiment de manière intelligente, d'aller se plonger dans ce que font les gens et d'aller prendre ce qui est bon pour soi et de laisser ce qui ne résonne pas. Donc c'est vraiment l'invitation que je vais vous faire dans chacune de ces vidéos. Aujourd'hui je commence par l'alimentation intuitive parce que récemment il y a eu des personnes qui ont pris des vidéos de ma chaîne pour en faire des réactions et ont mis en opposition leur approche avec ce que je propose. Du coup je trouvais que c'était une bonne façon aussi de vous répondre et puis de vous dire clairement moi ce que j'en pense et comment ça s'inscrit dans ce que je propose. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour cette vidéo, je suis tout simplement retournée voir à la source, c'est-à-dire les personnes qui ont développé l'alimentation intuitive. Donc c'est deux personnes, une psychologue et une nutritionniste qui se sont alliées pour développer cette approche-là et qui ont créé un bouquin, qui ont créé un site web. Le site web, je vous le mettrai en description, donc tout est anglophone. C'est www.intuitiveeating.org. Je vous le dis avec l'accent français, l'histoire que vous compreniez bien ce que je dis, parce qu'avec mon accent, des fois, on ne comprend pas. Vous aurez le lien dans la barre d'infos. Je vous laisserai aller voir par vous-même. Et en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais lire avec vous les 10 grands principes de l'alimentation intuitive qui sont proposés sur leur site. Je les ai devant moi en anglais. Je vais les traduire à la volée avec vous et vous dire pour chacun d'entre eux ce que j'en pense et comment ça résonne avec moi et du coup comment ça résonne avec ce que moi je vous propose ici sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion, j'ai été certifiée au coaching cognitif et comportemental, bien que je le dis très rarement parce que vous allez voir et vous verrez si vous regardez un petit peu l'ensemble de ce que je propose, ce que je vous propose ici sur cette chaîne ne s'arrête absolument pas là. On va s'en parler aujourd'hui notamment dans cette vidéo. Mais mon boulot, c'est d'aider les personnes qui sont dans une démarche de perte de poids et qui se retrouvent face à eux-mêmes avec une connaissance en nutrition qui est très très bonne, une connaissance dans tout ce qu'il faudrait faire d'un point de vue sport, etc., qui est très bonne également, mais qui en pratique n'arrivent pas à le faire et se tapent dessus pour ça, ont une baisse d'estime pour ça et qui aimeraient vraiment perdre du poids. Si c'est votre cas, eh ben, vous êtes au bon endroit. Quand on entre finalement dans la recherche de compréhension de soi par la perte de poids, en fait, ça va bien au-delà que évidemment le corps, la nourriture et le sport. Et il y a plus toute une démarche interne à faire et c'est ce pourquoi on est là ensemble. Donc si ça vous parle, eh bien rejoignez la joyeuserie que nous sommes ici en vous abonnant. Il y a une vidéo qui sort tous les lundis. Et vous pouvez aussi aller voir notre travail si vous avez besoin d'un accompagnement et que vous voulez qu'on vous suive dans cette démarche-là, vous pouvez aller voir notre travail, il y a tous les liens en barre d'infos. Donc aujourd'hui, on se parle de l'alimentation intuitive. J'ai devant moi les 10 principes. Je vais les énumérer et puis vous faire tout simplement une réaction au fur et à mesure en vous expliquant ce que j'en pense. Le premier principe, qui a été évoqué donc par les deux autrices de cette approche-là, c'est de rejeter la mentalité de régime. Dans le texte qui va en dessous, elles expliquent qu'il faut jeter par la fenêtre finalement, enfin jeter tous les livres et les magazines et les articles qui parlent de perte de poids et qui en parlent de façon rapide, simple, permanente, etc. De s'énerver contre la culture des régimes. Je vous ai parlé de la diet culture ici, si vous voulez en entendre parler et avoir mon avis là-dessus. Et de tout ce qui promeut la perte de poids. Donc j'imagine que ce que je propose
en fait partie du coup, qu'il faut rejeter ça en bloc, et tout ce qui nous a fait du coup sentir par le passé comme une personne en échec, comme une mauvaise personne, personne nulle. Voilà, j'essaie de traduire un peu à la volée, donc voilà. Et elles disent aussi que si on laisse une petite part d'espoir qu'un nouveau régime ou une nouvelle approche alimentaire permettra d'avoir ces résultats-là, eh bien ça nous empêchera de réellement à terme reconnecter avec notre intuition de manger, notre intuitive eating, donc notre alimentation intuitive et nos sensations, on va en voir après, mais il s'agit de sensations physiques de faim et de satiété qui sont naturelles. Donc qu'est-ce que je pense de ce premier point? Je crois que c'est le premier principe avec lequel je suis le moins d'accord. Le reste, vous allez voir que globalement dans mon approche, en fait j'inclus l'alimentation intuitive, même si voilà, je suis pas certifiée à l'alimentation intuitive, vous le comprenez, mais à chaque fois qu'il y a un coach ou un psychologue ou un nutritionniste qui va développer une nouvelle approche, très souvent il va aussi développer avec une formation, une certification qui permet de transmettre cette approche-là. C'est le cas de ces deux personnes qui ont collaboré ensemble. Donc je ne suis pas certifiée à leur approche, mais je comprends l'approche dans sa globalité et je suis globalement d'accord avec tout ce qu'elles disent. Le premier principe, en revanche, je ne suis pas d'accord avec cette notion de rejeter en bloc quoi que ce soit. Quel que soit ce dont il s'agit, je suis contre le fait de rejeter parce que je trouve que ça ne permet pas de comprendre et de s'inspirer. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt, mais je trouve que surtout dans tout ce qui a trait à l'alimentation et toutes ces choses-là, on est vraiment tous différents. C'est difficile de dire ce qui va fonctionner sur moi, ça va fonctionner sur vous. Même si évidemment les hormones sont les mêmes, que le mode de nutrition des cellules c'est les mêmes, on est tous des êtres humains, il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes. Dans la nourriture, il y a énormément de choses qui ont attrait à votre corps biologique qui est différent, mais aussi à votre culture et à tout ce que vous associez dans votre imaginaire à ces aliments. Donc l'idée de rejeter, moi je trouve que c'est un mauvais premier principe dans le sens où ça va vous empêcher de finalement être curieux et d'essayer de comprendre, tiens, pourquoi il existe tel régime. Pourquoi telle personne parle de l'alimentation de cette manière-là? Si dès lors qu'on vous parle de perte de poids ou qu'on vous parle au même mot régime, vous vous braquez, c'est dommage parce que ça vous enlève toute une partie de l'information et ça vous empêche de comprendre. Parce que évidemment, on sera d'accord qu'il y a plein de médecins qui ont proposé pendant des décennies des choses qui étaient en fait profondément grossophobes, qui étaient profondément erronées aujourd'hui maintenant qu'on a la recherche qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, aller comprendre pourquoi ils faisaient les choses de cette manière-là, ça nous permet de comprendre plein de choses sur notre culture et nous, notre approche à la nourriture. Et vous allez le comprendre, et je pense que vous l'avez compris si vous suivez cette chaîne, si vous me suivez ici, c'est que vous en avez conscience. Mais en fait, ce qui fait qu'on est au poids auquel on est, c'est essentiellement en fait notre approche à la nourriture et notre... sauf pour les personnes qui ont des pathologies bien sûr, mais je parle pour la plupart d'entre nous, c'est notre relation à la nourriture, la vision qu'on en a, la culture qu'on a autour de l'alimentation. Donc si on refuse en bloc de s'ouvrir aux autres cultures, aux autres visions, on va rester bloqué dans notre esprit et je pense pas que ce soit une bonne idée. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, derrière ça, ce qu'elles veulent dire, je pense, et essentiellement c'est ça qu'elles veulent dire, c'est que l'idée ça va être de rejeter finalement le fait de rechercher le truc miracle et de pas se leurrer là-dessus et juste de se dire en fait la réponse sera pas dans un régime miracle. Et je pense que c'est ça surtout qu'elle voulait dire et ça, cette partie-là, je suis d'accord avec. Ensuite, le deuxième principe, c'est d'honorer sa faim. Donc honorer sa faim, ça veut dire garder son corps nourri avec l'énergie et les glucides nécessaires. Je pense ici qu'elles insistent sur les glucides parce que ces dernières années c'était les glucides qui étaient l'ennemi, avant ça c'était le gras, voilà, ça a été un peu les deux, ça se renvoie la balle, mais il y a souvent un ennemi en fait dans les régimes populaires et en ce moment c'est les glucides, donc elles insistent je pense là-dessus pour dire qu'en gros le but c'est pas de refuser un groupe alimentaire mais vraiment de nourrir son corps. Et que si on ne le fait pas, eh ben on aura une envie primaire de manger plus que ce dont notre corps a besoin et qu'au moment où on est arrivé à une faim excessive, eh bien ce sera compliqué d'avoir une alimentation qui est consciente et qui est pertinente et qui est en lien donc avec ses sensations physiques. Donc ça va être important d'apprendre à honorer sa faim et tous les signaux qui l'amènent et pour regagner aussi de la confiance avec soi-même. Donc ça c'est quelque chose avec lequel je suis d'accord et que je pense j'amène. Le seul truc je dirais avec lequel je suis pas trop d'accord là-dedans,
c'est le côté instinct primaire. Je pense que c'est pas aussi simple que ça, mais c'est assez bien résumé parce que dans la pratique, c'est ça qu'on ressent. En fait, je trouve que c'est intéressant d'aller creuser un peu plus et de comprendre en fait le lien entre les pensées et nos comportements. Et je crois que c'est ce qui manque, c'est globalement ce que moi je trouve manquer dans cette approche-là. Il y a deux choses. Il y a le fait de refuser les régimes et du coup de pas aller chercher finalement les aliments et l'effet que ça a sur notre corps et d'essayer de comprendre d'un point de vue scientifique en fait qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on mange tel ou tel aliment et de pas vraiment être curieux de ça. Et je trouve aussi que là du coup ce qui manque c'est aussi le lien avec les pensées et d'essayer de comprendre que en fait la raison pour laquelle on va manger ou manger beaucoup en fait d'un seul coup, c'est parce qu'on a des pensées qui nous amènent à ça. Alors ces pensées, évidemment, elles sont trigger comme ils disent, donc je sais pas comment dire en français, mais elles sont proposées et elles sont amenées à notre esprit à cause des circonstances que l'on vit, notamment de s'amener dans une faim excessive. Par exemple, si on est dans une faim excessive, effectivement, on va avoir des pensées qui vont être plus obsédantes. Mais je trouve ça intéressant de faire le lien avec les pensées. Bon, après, ça c'est mon défaut, ma déformation professionnelle, on fait tout le temps le lien entre le comportement et les pensées, mais je trouve que c'est quelque chose qui peut manquer dans l'approche, mais je trouve ce principe très bien. Le troisième principe, c'est de faire la paix avec la nourriture. Donc d'arrêter de faire la guerre à la nourriture et de se donner une permission inconditionnelle de manger, de pas utiliser en fait tout un langage finalement autour de j'ai craqué et de pas se donner des bons ou des mauvais points. Ça va être en résonance avec le quatrième point. Donc vraiment de faire la paix avec la nourriture, ça c'est quelque chose avec lequel évidemment je suis complètement d'accord et je pense que j'ai dû faire déjà plusieurs vidéos où je vais dans ce sens-là et je pense que je continuerai à en faire. En fait du coup elles expliquent que finalement si on fait pas la paix avec la nourriture, on va ressentir des émotions comme alors je sais pas comment dire en français mais deprivation, cravings. Donc ça va être des envies irrépressibles de manger et une sensation de frustration. Ça aussi, je vous en parlais dans une vidéo sur la frustration où je vous expliquais d'où ça venait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est socialement appris. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un petit peu diabolisé la nourriture et le fait de compter sa nourriture ou de regarder, de mettre de la conscience sur la nourriture comme un truc qui va créer de la frustration comme par magie. Alors qu'en réalité, on n'a pas ça pour les autres choses dans notre vie que l'on compte. On compte notre temps, on compte notre argent, on compte plein de choses et on se dit pas « Oh mon Dieu, je me sens frustrée » et c'est pas grave. Donc je trouve ça intéressant finalement d'aller creuser cette question-là et je trouve que ce troisième point ne le permet pas. Même si dans un premier temps, je trouve que c'est pertinent de voir les choses de cette manière-là, surtout quand on arrive ou dans notre vie en fait, à ce moment-là, on vit d'énormes frustrations. Ça peut être intéressant de justement se dire ok, je fais la paix et je mange tout ce que je veux, au moins pour redescendre et pour refaire descendre finalement l'espèce de frustration interne qu'on ressent, mais pour moi ce n'est pas résoudre le problème en fait que de s'arrêter là, de juste faire la paix et de juste manger autant qu'on veut. On n'a pas résolu le problème, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on faisait ça à la base et on n'est pas allé au bout de la démarche. Ensuite le quatrième point c'est de challenge the food police. Donc ça veut dire en gros remettre en question la police interne qu'on a à propos de la nourriture. Donc qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais et du coup ça va avec refuser la diet culture, hein, mais tout ce qui est les bons aliments, les mauvais aliments et surtout le fait que nous on est une bonne personne si on mange peu et une mauvaise personne si on mange trop, toute la notion, tout le langage qu'il y a autour du craquage et le but de ça c'est d'éviter en fait de dire à son cerveau constamment des pensées négatives, accusatrices et qui vont en fait à terme baisser votre estime de vous. Donc évidemment je suis d'accord avec le fait de pas se distribuer des bons ou des mauvais points parce qu'on a bien mangé ou pas assez bien mangé et ce que j'ai quand même envie de challenger ici pour vous, même si je l'ai fait dans de nombreuses vidéos, c'est que le fait de noter ce qu'on mange ne veut pas dire être en train de se distribuer des bons et des mauvais points. Je vais le répéter ça parce que c'est extrêmement important, mais noter ce qu'on mange, noter le poids qu'on fait, prendre des données de manière générale, écrire comment on se sent, écrire ce qu'on a mangé, en quelle quantité, en quelles calories ou quels macronutriments en fonction de ce sur quoi vous êtes en train de mettre de la conscience, ce n'est pas faire de la police interne et ce n'est pas se distribuer des bons ou des mauvais points. C'est comme si vous étiez à découvert sur votre compte en banque tous les mois. À un moment donné, si vous voulez comprendre ce qui se passe, il va falloir accepter de regarder combien vous avez de loyer et combien vous dépensez en électricité, sinon on n'arrivera jamais à faire les comptes. Mais c'est pas pour autant que c'est un problème, c'est pas pour autant que vous êtes une mauvaise personne si vous constatez qu'en fait vous avez dépensé dans des choses finalement que vous auriez pu vous passer et que finalement vous n'aviez pas vraiment envie de dépenser. Là c'est la même chose. C'est pas parce qu'en notant vous vous rendez compte qu'en fait vous avez
avez, je sais pas, mangé quelque chose qui n'était pas la meilleure chose pour vous à ce moment-là, parce qu'en fait vous n'aviez pas faim, parce qu'en fait vous mangez plus par ennui ou par colère ou je ne sais quoi, c'est pas grave et c'est pas un problème. Et le but c'est pas de vous diaboliser pour ça, mais plutôt d'en prendre conscience, parce que si vous n'en prenez pas conscience qu'en fait la colère ça vous amène à manger ci, ça ou ça, et ben on va pas pouvoir résoudre le problème et comprendre le besoin et comprendre qui vous êtes. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est disons je pense la grande différence entre ce que moi je vous propose de faire ici et ce que propose l'alimentation intuitive, c'est que je suis pas du tout dans le rejet de noter parce que je pense pas que c'est ça le problème. Je pense que le problème c'est plus ce que nous on en fait. Je viens de m'apercevoir au montage que quand j'ai tourné la vidéo, je suis passée directement du point 4 au point 6 sans passer par le point 5. Donc je vous fais un insert ici. Du coup, la qualité de l'image et du son ne sera pas exactement la même. Mais bon, je suis sûre que vous allez pouvoir comprendre ce que je vous raconte. Donc, le point 5, c'était découvrir, ça, je regarde ici parce que j'ai mis les trucs sur l'écran. C'était donc découvrir son facteur de satisfaction. Alors, j'imagine que ça n'a pas été traduit comme ça en français parce que facteur de satisfaction, c'est un peu bizarre. Mais le petit texte qui est en dessous dit que dans la culture japonaise, en gros, les Japonais, ils ont l'art et la manière de prendre du plaisir à avoir des objectifs de vie saine. Et que dans notre vision des choses, avec les compulsions alimentaires liées à la diet culture, etc., eh ben on va souvent oublier finalement les choses, le petit bonheur, petit cadeau de la vie tout basique que constitue le plaisir qu'on prend avec la nourriture. Et voilà, et que quand on se remet à manger ce qu'on veut et qu'on crée un environnement qui le permet, eh bien on va avoir un plaisir à manger qui va être en fait une force qui va nous permettre d'être satisfait dans notre vie et d'être vraiment profondément nourri au sens large. J'utilise le mot content, donc c'est presque une notion de bonheur et de satisfaction intense. Et que en vivant cette satisfaction et en vivant cette expérience pour nous-mêmes, eh ben, on va pouvoir juste prendre la quantité de nourriture dont on a besoin sans avoir besoin en fait de le décider, j'imagine du coup, avec notre esprit et de décider à quel moment on a eu assez. Alors, ce que j'aime dans ce point, c'est qu'il nous permet de nous reconnecter à la notion de plaisir dans l'alimentation. Et effectivement, l'alimentation, de toute façon, par définition, ça crée du plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose qui est là pour nous renforcer en fait dans notre cerveau en fait la notion de créer du plaisir. Donc, avec une hormone de plaisir, ici la dopamine quand on parle de nourriture, ça nous permet de renforcer un comportement qui est vital. Donc, effectivement, manger c'est vital. Du coup, notre cerveau fonctionne comme ça. Manger par construction, c'est plaisant pour qu'on puisse y revenir en fait, qu'on ait une mémoire de tiens, ça c'était bien, faudrait que j'y revienne parce que si je continue à revenir, je vais rester en vie en gros. Donc c'est chouette parce que ce point-là, il nous permet de voir qu'effectivement, il y a une vraie satisfaction à manger et à manger des aliments qui nous nourrissent et que les Japonais savent faire ça très bien. Et que effectivement, la diet culture, alors c'est pas la diet culture, justement, je vais y venir, mais que effectivement, le fait d'avoir des compulsions alimentaires ou de manger pas pour se nourrir, en fait, de notre façon de nous manger dans notre société où on a beaucoup de moments, et si vous regardez ça, c'est certainement votre cas, mais vous avez des moments où en fait, vous mangez de manière compulsive de la nourriture qui est pas particulièrement là pour vous nourrir, qui est peut-être trop grasse, trop sucrée, toutes ces choses-là. En fait, ce que ça va faire chez vous, c'est que ça va vous déconnecter de votre sensation de plaisir. En réalité, vous allez vous rendre compte que finalement, vous ne prenez pas vraiment de plaisir. Et vous êtes nombreux à nous dire ça quand vous coachez avec nous. C'est en fait, ça me fait même pas plaisir de manger 2 ou 3 paquets de gâteaux en rentrant le soir. En fait, c'est même pas bon. Et là, je redécouvre en me nourrissant d'aliments bons pour moi, je redécouvre ce que c'est que la vraie satisfaction de manger. Et effectivement, c'est quelque chose qui est normal et qu'on va rechercher en tant qu'être humain parce que voilà, c'est normal de se nourrir en fait, et c'est une vraie satisfaction et c'est chouette. Par contre, j'irai pas aussi loin sur le fait que c'est une vraie satisfaction, genre limite ça crée le bonheur, parce que ça reste que manger, et souvent en fait est associé à ce plaisir-là finalement tout le plaisir social et tout ce qu'on a créé autour. Et ça, c'est un truc qui est culturellement appris en fait. La nourriture n'est pas là pour te donner du bonheur, c'est pas le rôle de la bouffe dans ta vie en fait. Le rôle de la nourriture, c'est de te nourrir. Point. C'est tout. Nous, on lui a donné un autre rôle, on s'est réunis, on a créé un truc social autour de la nourriture, mais on aurait pu le faire autour de la pétanque. C'est juste qu'on l'a fait autour de la bouffe. Bon, en vrai, on l'a aussi fait autour de la pétanque, mais vous avez compris l'idée, quoi. En soi, c'est pas une source de bonheur de manière inhérente. Donc ça, c'est une nuance que j'aurais envie d'apporter. Et une autre nuance que j'ai envie d'apporter, et qui est vraie finalement dans tous les principes de cette approche, et dans énormément d'approches qu'on va trouver, c'est que c'est une approche qui est très déresponsabilisante, et c'est frustrant, en fait, parce que ça nous enlève notre pouvoir, en fait. Ça nous enlève, c'est désempouvoirant, je trouve, de dire que, voilà, le problème, c'est la diet culture qui nous enlève le plaisir de la nourriture.
C'est pas aussi simple que ça en fait. Ce qui nous amène à faire ces actions-là, c'est notre système de pensée en fait. Alors oui, ce système de pensée, il est appris culturellement et la diet culture fait partie de ce qui nous a appris à faire ça. Mais le fait de se rendre compte que c'est surtout un système de pensée, ça nous permet de voir qu'en fait on peut le déconstruire et décider de penser autrement et de reprendre son pouvoir. Et pas juste d'enlever toutes les circonstances qui posent problème, de dire bon bah voilà, la diet culture ça crée ça, bon bah on va l'enlever de notre vie, c'est assez simple. Se peser ça crée des problèmes, bon on va l'enlever de notre vie, c'est assez simple. Alors qu'en réalité, c'est pas se peser, c'est pas la diet culture qui pose problème directement, c'est ce que ça crée dans notre esprit. Et ça, on a le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remettre en question la diet culture ou d'autres choses, ou des choses qu'on trouve problématiques. Oui, bien sûr, mais juste ne pas se désempouvoirer et penser que c'est ça le problème. Parce que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans notre façon de penser et d'aborder l'alimentation. Et ça, c'est un peu le point que je dirais qui est problématique, encore cette histoire de ne pas vouloir décider avec la tête. Et oui, évidemment, à terme, le but, c'est de décider avec le corps, ce qu'on mange et de suivre ses sensations physiques. Mais il y a un moment où, en fait, tu peux aussi faire des tests, tu peux aussi essayer d'apprendre à te connaître. Et je veux dire, si tu es dans une période où tu es en train, je sais pas, de regarder, tiens, est-ce que si j'arrête de manger des pois cassés, je digère mieux? Il y a un moment donné où tu devras décider avec ta tête de ne pas manger des pois cassés. Et juste pour l'observer et pour te reconnecter à tes sensations physiques, tu en as besoin en fait. Et ça c'est vrai, mais de pouvoir juste suivre ces sensations physiques et du coup ton corps va te dire quand est-ce que tu auras assez. Mais ça marche dans un monde où tu es complètement connecté à tes sensations physiques et à un moment donné, ça c'est quelque chose qui s'apprend et qui demande un peu de pratique. Et je vais même rajouter un dernier truc, mais cette histoire de il faut pas prendre ses décisions avec sa tête, il faut faire avec son corps pour la nourriture, moi je trouve ça personnellement absurde en fait, parce qu'on n'est pas juste un corps. Alors oui, on n'est pas juste une tête, il faut pas tout faire avec ses pensées rationnelles, etc. Et compter les calories et prendre toutes ses décisions à ça et manger à des moments où on n'a pas faim et ne pas... Enfin, oui, c'est absurde, mais c'est aussi absurde de penser juste avec ses yeux ou son goût ou son odorat, parce qu'on a aussi notre capacité à penser en fait. Et il faut voir qu'on est un animal qui a toutes ces capacités-là. Et si on ignore sa tête, on ignore aussi une partie de ce qu'on est. C'est un peu comme si on disait juste suis tes sensations, suis tes intuitions, tes émotions, etc., sans réfléchir, sans utiliser ton raisonnement logique, ce serait la même chose que de dire, bah voilà, ce champignon là avec ses jolies couleurs, va le manger, il a l'air bon. Bah oui, mais si tu te rappelles que la dernière fois que t'en as bouffé, ça t'a rendu malade et que t'as failli crever, bah non, remange pas, même si là, il a toujours l'air très beau, il sent toujours très bon, il donne toujours très envie, tu vois. Je veux dire, il y a un moment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je trouve ça aussi absurde finalement de dire, de tout penser qu'avec sa tête, de tout calculer, de jamais écouter son corps, que de dire, bah, faut tout faire avec son corps et surtout pas réfléchir avec sa tête. Non, on est un être doué des deux, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est se priver d'une partie de ce qu'on est que de pas utiliser son raisonnement logique et ses pensées lorsqu'on est en train de prendre des décisions pour sa santé, typiquement. Voilà, je trouve que c'est absurde, en fait. Le sixième point, c'est feel your fullness. Donc ça veut dire ressens ta satiété. De façon à pouvoir suivre sa satiété, il va falloir déjà dans un premier temps que psychologiquement on croit en nous et en notre capacité à juste nous donner ce dont on a besoin et ce dont notre corps désire. Donc ça va être important d'écouter nos signaux de faim et de satiété. Et de ne plus avoir faim en fait, de respecter sa satiété et de se poser en fait, de prendre le temps de manger et de se demander quel est le goût qu'a la nourriture et où est-ce qu'on en est dans notre faim et notre satiété, comment ça nous fait nous sentir. Donc ça c'est quelque chose avec lequel je suis amplement d'accord et largement d'accord. On a d'ailleurs un outil dans le programme nous qu'on utilise qui s'appelle l'échelle de la faim, où on vous invite en fait à ressentir où est-ce que vous êtes sur votre échelle de la faim. C'est une échelle que vous déterminez en fonction de vos sensations physiques, qui a pour but de vous aider à comprendre votre faim et votre satiété. Ça, c'est un point avec lequel je suis totalement d'accord et je pense que c'est important aussi de reconnecter avec ces sensations de faim et de satiété. Le problème, c'est que là, tout de suite, on ne nous dit pas comment. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne ressentez pas. Alors la faim, très souvent, vous la ressentez, mais très souvent, vous ne ressentez pas la satiété, ou en tout cas pas complètement. Et là, ça ne nous dit pas comment. Malheureusement, le comment, souvent, il va nécessiter de mettre un peu de conscience sur son alimentation et de choisir des aliments qui vont nous permettre, dans un premier temps, de reconnecter à nos sensations physiques. Cette déconnexion, elle est liée à la nature de ce qu'on mange le plus souvent dans nos sociétés occidentales. On va avoir tendance à manger des choses qui sont très grasses, très sucrées. Et là, je suis pas du tout en train de diaboliser le gras et le sucre. Je suis juste en train de vous dire que ce qu'on mange, concrètement, ça a été pensé pour donner un maximum de plaisir, c'est-à-dire un maximum de dopamine, et pas pour nourrir le corps. Du coup, ce qui se passe, c'est que ça a tendance à nous déconnecter de nos sensations physiques parce que le corps n'est pas fait pour réagir finalement et pour nous donner des signaux
à un aliment qui est très concentré. Quand vous mangez une cuillère d'huile d'olive, c'est pas pareil que si vous mangiez une dizaine d'olives. Vous voyez bien, en termes de rassasiement, de satiété, c'est pas la même chose. Et pourtant, au niveau de la réponse sur votre corps, c'est en partie la même. C'est-à-dire que la quantité de gras, par exemple, donc la quantité de lipides va potentiellement être similaire. Je suis pas du tout en train de dire que dans une cuillère à soupe d'huile il y a exactement 10 olives, je ne sais pas exactement, ça doit être même plus que ça, peu importe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que notre alimentation telle qu'elle est aujourd'hui, elle a tendance à nous déconnecter de nos signaux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jamais manger d'huile d'olive, ou est-ce que ça veut dire qu'il faut pas manger de sucre raffiné et jamais manger, je sais pas, un Mars ou du Nutella parce que ça nous déconnecte nécessairement de nos sensations physiques? Non, ça veut juste dire qu'il faut en avoir conscience, et que très souvent quand on est très déconnecté de ces sensations, c'est parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on ne mange pas finalement des produits qui nous permettent de reconnecter avec notre corps. Donc là j'aime bien ce principe là, je trouve juste qu'il ne donne pas le comment, et que pour moi le comment ça veut dire mettre de la conscience sur son alimentation, et peut-être dans un premier temps oui, choisir avec sa tête et non avec son corps ce qu'on va décider de manger. Et dans la mesure où on rejette complètement les régimes, et dans la mesure où on rejette finalement le fait de noter ce qu'on mange, ou parce qu'on pense que ça veut dire faire de la police et se distribuer des bons et des mauvais points, on va avoir un peu de mal. Le 7e principe, c'est de gérer ses émotions avec gentillesse, et de reconnaître que la restriction alimentaire, que ça soit physique ou mentale, peut amener en lui-même, sans rien d'autre, à une perte de contrôle, et que ça peut amener à ressentir cette perte de contrôle comme de l'alimentation émotionnelle, comme le fait de manger de façon émotionnelle. Je sais pas si la traduction est très très bonne, enfin on a l'idée. Je suis d'accord évidemment avec le fait de vivre ses émotions, de reconnaître leur existence et de le faire avec bienveillance. Là où je mettrais une réticence, c'est sur le fait que la restriction amène à une perte de contrôle. Alors c'est un constat qu'on fait, effectivement, quand on a fait beaucoup de régimes, quand on l'a vécu d'une façon, ça s'appelle de la restriction cognitive, c'est-à-dire quand on l'a vécu de manière très frustrante, très restrictive, on constate que souvent c'est des personnes aussi qui vont aller vers des comportements de perte de contrôle. Par contre, je trouve que c'est assez désempouvoirant de le dire comme ça, de dire bah voilà, si tu fais de la restriction alimentaire, tu vas perdre le contrôle. Je pense que c'est plus intéressant d'aller se poser la question, qu'est-ce qu'on veut dire par perte de contrôle, qu'est-ce qui se passe dans notre tête au moment où ça arrive, qu'est-ce qui se produit quand on mange de façon émotionnelle en rentrant chez soi le soir, etc. Quel est le besoin qui n'est pas rempli? Je trouve que juste dire que voilà, faut pas se restreindre et rejeter, encore une fois, je pense que globalement, hein, pour résumer un peu ce que je pense de cette approche-là, c'est vraiment le côté rejeter les autres approches qui me posent à moi personnellement un problème. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit une façon saine finalement d'aborder les choses. Je trouve que c'est quelque chose qui revient pas mal en fait, le fait de rejeter ce qui existe d'autre, et je trouve ça dommage, même si je comprends évidemment d'où ça vient, le fait de dire voilà, et je suis d'accord dans le fond, évidemment le but c'est pas de restreindre son corps physiquement et de restreindre son mental en faisant des choses qu'on n'a pas envie de faire et en se poussant dans des retranchements émotionnels, ça a aucun sens de faire ça, mais par contre je trouve que la façon dont c'est formulé, ça donne l'impression qu'en gros il va falloir juste laisser faire à son corps tout ce qu'il veut, et c'est pas de la gentillesse ça, c'est quelque chose que je dis souvent, et c'est pas de la bienveillance, c'est quelque chose que je dis souvent, je donne souvent l'analogie avec l'enfant. Laisser un enfant faire tout ce qu'il veut dans sa vie, c'est pas de la gentillesse, c'est pas de la bienveillance en fait. Mais l'alternative, c'est pas nécessairement d'être hyper strict et de le punir en fait. Il y a plein de choses qui existent entre les deux, et notamment l'éducation bienveillante. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de proposer ici, c'est qu'en fait, le but, ça va être quand même d'éduquer son enfant et de lui donner des règles, de lui expliquer les choses. Et ben pour moi, dans l'alimentation, il y a aussi cette notion-là. Aller comprendre ce que sont les calories, aller comprendre ce que sont les macronutriments, aller comprendre pourquoi notre corps réagit d'une certaine manière, aller comprendre ce que sont les émotions, pourquoi on réagit d'une certaine manière, et pas juste rejeter et dire non, on veut plus de règles, et en même temps, ni non plus dire que si on ne rejette pas les règles, on est forcément dans les règles trop restrictives et punitives. Donc voilà, c'est un petit peu ma vision des choses et ce que je pense de ce principe-là. Par contre, la partie avec laquelle je suis totalement d'accord dans ce 7e point, c'est qu'elle dit que la nourriture va peut-être sur le court terme vous distraire de la douleur et vous rendre un peu numb, donc ça veut dire en gros vous anesthésier sur le moment, mais que ça ne résout pas le problème. Manger pour des raisons émotionnelles va même en général sur le long terme nous faire sentir encore plus mal et nous amener d'autres sources d'émotions avec lesquelles il va aussi falloir gérer. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, c'est bien résumé sur cette phrase ici. Elle dit voilà, trouver des façons
bienveillante de gérer les émotions. Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire derrière. Là, je trouve que comme ça peut être compris comme au lieu de manger, je vais aller regarder la télé, ou au lieu de manger, je vais trouver un autre tampon émotionnel, chose avec laquelle je pense vous le savez, je suis pas forcément alignée. Après, je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire. Est-ce que dans kind ways to comfort, elle veut peut-être dire trouver le réel problème? Mais là, moi, ce que je comprends, c'est trouver d'autres façons de se réconforter, un réconfort dans autre chose. Voilà, moi je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de trouver pourquoi on avait une émotion désagréable à la base et d'aller résoudre le problème qui l'a causé. Mais bon, parfois on a juste besoin de réconfort et moi j'ai aucun problème à ce qu'à ce moment-là ce soit la nourriture, si par moment c'est ça qu'on a envie comme en guise de réconfort, simplement savoir que ça a un impact sur notre corps et sur nos hormones, donc c'est à choisir, mais voilà, en tout cas je diaboliserai pas non plus la nourriture en soi. Je vais essayer d'avancer. En fait, je me rends compte que ces revues vont sûrement être très longues, donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Le 8e, c'est de respecter son corps. Vous allez peut-être me demander pourquoi je traduis au fur et à mesure plutôt que de prendre des traductions existantes. C'est parce que je trouve que ça me permet de bien comprendre l'approche des autrices et je préfère lire directement ce qu'elles ont écrit plutôt que de prendre une traduction et de risquer de mal interpréter les mots qu'elles ont employés. Elle parle là de accepter sa génétique, accepter notre taille de chaussures et notre hauteur, donc notre taille en centimètres, voilà, et de pas essayer de rentrer en gros dans un 36 alors que c'est pas ce que notre corps peut faire. Donc respecter notre corps, respecter qui on est. Et là elle dit voilà que ça va être difficile de rejeter la mentalité de régime si on a des attentes irréelles et qu'on critique son corps et sa forme de corps. Et que tous les corps, et elle dit aussi que tous les corps méritent dignité. Je suis totalement d'accord avec ça, évidemment. Je suis d'accord avec le fait de respecter son corps, de pas chercher à avoir un corps qui n'est juste pas réaliste pour nous. Après, bon, encore une fois, je vais pas revenir sur le fait de rejeter la mentalité de régime. Je suis pas d'accord avec cette partie-là, mais je suis d'accord avec le fait de respecter son corps et de pas essayer d'avoir un corps qui n'est pas réaliste et qui n'est pas biologiquement bon pour nous. Après, là, il y a une frontière en fait à trouver qui est souvent de oui, mais à quel moment je sais que là je suis arrivée à mon poids de forme, à quel moment je sais que je suis arrivée à mon poids de forme et à quel moment je suis dans l'autocomplaisance et je me raconte que ah c'est bon, c'est déjà pas mal, alors qu'en réalité je me sentirais mieux si j'étais à un poids plus bas qui serait plus juste pour moi, plus juste pour ma physiologie, plus juste pour qui je me sens être. Et donc il y a vraiment une nuance à trouver pour soi et ça il y a personne qui peut vous dire là vous y êtes, là vous y êtes pas. Très souvent quand même un bon indicateur c'est que vous vous maintenez à ce poids là sur le long terme et que vous suivez vos sensations de faim et de satiété et que vous ne ressentez pas de frustration, pas de gêne particulière et que votre corps vous ramène toujours à ce poids là et que ce poids généralement il tombe quand même dans la normale d'un point de vue IMC parce que l'IMC c'est une norme globale faite sur l'ensemble de la population et globalement, alors il y a certaines personnes qui sont en dehors mais dans l'ensemble, la plupart d'entre nous, on est quand même pour la vaste majorité dedans. Donc c'est comme ça que vous savez que vous êtes à votre poids de forme. Donc voilà, je dirais juste que, voilà, je rajouterai juste cette nuance-là, mais dans l'ensemble, je suis d'accord avec ce principe-là. Le 9e, c'est le fait d'être actif et d'être en mouvement et d'oublier le régiment très organisé d'avoir un plan de fitness par exemple, mais de juste être actif, de mettre le focus et l'emphase sur le fait de bouger son corps, plutôt qu'être dans une logique de brûler des calories et par l'exercice. Alors je pense que évidemment ça va, évidemment ça résonne avec le premier principe qui est de refuser la culture du régime. Moi je trouve ça intéressant si vous faites du sport, de vous poser la question effectivement quel impact ça a sur votre corps, de vous demander les dépenses caloriques, etc. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous vous posez cette question-là, c'est comme noter son poids ou noter ce qu'on mange, c'est pas parce que vous posez cette question-là que vous êtes dans une recherche de validation, de dire ah voilà j'ai perdu des calories, je suis une bonne personne. Pour moi, c'est deux choses à distinguer en fait. Personnellement, moi je trouve ça intellectuellement intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Après, bon, au niveau de l'exercice, compter les calories, etc. De mon expérience, ça marche pas très très bien parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend de la quantité de muscles que vous avez, du poids que vous faites, de votre âge. Ça dépend tellement de choses qu'en fait, de toute façon, les estimations sont jamais très intéressantes. Donc, toutes les fois où j'ai essayé de le faire de façon méthodique et tout, j'ai trouvé que j'avais peu de précision. Après, je sais pas si vous avez le même constat que moi. Moi, j'ai trouvé que j'avais peu de précision dans ces choses-là. Mais en gros, ce qu'elle dit, c'est que l'important, c'est surtout de bouger son corps, de ressentir son corps. Et c'est ça qui fera surtout une différence sur le long terme. Chose avec laquelle je suis complètement d'accord. Et moi, j'irais même un peu plus loin, encore une fois, dans cette histoire de comprendre ses pensées, comprendre qui on est. Pour moi, l'ensemble de nos pensées, ça définit la personne qu'on est. Donc, ça va être intéressant même d'aller plus loin et de vous dire, ok,
Faites des exercices physiques type fitness, trucs qui brûlent beaucoup de calories si vous voulez, mais seulement si c'est qui vous êtes en fait, seulement si c'est quelque chose qui vous parle, avec lequel vous trouvez de l'énergie. Moi je sais que pendant une période j'adorais faire du crossfit, en ce moment c'est quelque chose qui m'est un petit peu passé, ça me plaît plus autant que ça avait pu me plaire pendant un moment, et voilà, et je sais qu'à ce moment-là j'aurais pas eu envie qu'on me dise non, ne le fais pas parce que c'est de la mentalité de régime. Je trouverais ça un peu stupide de vous priver d'une activité qui vous plaît. C'est plus pensez-le en logique globale, de bouger son corps et d'être bien dans son corps. Et avec ça, je suis évidemment totalement d'accord. Et enfin, au final, le dernier principe, c'est d'honorer sa santé, d'utiliser une nutrition qui soit bienveillante, qui soit bonne pour soi, de faire des choix en termes d'alimentation qui honorent sa santé, mais aussi le goût, le plaisir gustatif et qui nous font nous sentir bien émotionnellement. Rappelez qu'on n'a pas besoin d'être parfaitement en bonne santé et qu'on ne va pas devenir d'un seul coup déficient en nutriments et devenir en mauvaise santé si on a mangé un snack ou si on a mangé un truc un peu sucré. Enfin, j'imagine quand tu as dit snack, en anglais c'est souvent, enfin un snack, en français je sais pas si on a une traduction, mais un goûter ou un truc, donc souvent ça sous-entend quelque chose d'un peu gras ou d'un peu sucré, ou en tout cas comme je le disais un peu plus tôt, qui a tendance à pas être hyper en phase avec le fait de suivre ses sensations physiques et de retrouver ses signaux de faim et de satiété. Mais en gros ce qu'elle dit c'est de pas diaboliser un repas ou un snack, ou de rejeter une journée où on a mangé différemment et qu'on n'a pas suivi nos sensations, et que ce qui est important c'est ce qu'on fait de manière consistante dans le temps, donc ce qu'on fait de manière répétée dans le temps, et le progrès et non la perfection. Et je suis complètement d'accord avec ça, ne pas rechercher la perfection, c'est quelque chose d'important, d'autant plus que c'est tout simplement reconnaître notre humanité. On n'est pas des êtres parfaits, et c'est juste pas possible en fait, et ça n'aurait même pas d'intérêt en fait, parce que vous ne serez pas forcément mieux si vous avez une alimentation qui est parfaite de A à Z. Donc je suis totalement d'accord avec ce 10e principe. Donc voilà, pour résumer, je dirais que je trouve l'approche de l'alimentation intuitive dans sa globalité une très bonne approche, et je pense que je l'inclus très largement dans le travail que je vous propose ici. Les réticences que j'aurais, c'est le fait de rejeter d'autres approches. Je trouve que c'est pas une démarche qui est intellectuellement saine, mais c'est vraiment juste mon avis et je pense ma sensibilité qui veut ça. Et je dirais que la deuxième chose avec laquelle je suis pas d'accord, qui découle de ça, c'est le fait de refuser de noter, de refuser de prendre des données, de refuser de juste mettre de la conscience. Et pour moi, ça va pourtant avec le message global qui est de devenir l'expert de soi-même. Je pense que c'est quelque chose que j'entends souvent de la bouche des personnes qui prônent l'alimentation intuitive, et pourtant pour moi ça va avec. Je veux dire, si vous refusez de regarder quelque chose, vous n'allez pas pouvoir apprendre à le connaître. Donc je dirais que c'est les deux nuances que je ferais, mais dans l'ensemble évidemment je suis d'accord avec le message global qui est que à terme l'objectif, et je pense qu'on est tous d'accord avec ça, c'est de suivre juste ce que notre corps nous dit, parce que c'est la meilleure machine du monde et qui sait très bien ce dont il a besoin. Simplement la plupart d'entre nous on n'arrive pas forcément à le faire, et la raison à ça c'est parce qu'on n'a pas nos sensations de faim et de satiété qui sont présentes. Et c'est pour ça que j'aimais d'ailleurs ces réticences là et ces deux nuances. C'est parce que si vous êtes quelqu'un qui n'a pas ces sensations de faim et de satiété qui sont bien présentes, eh bien ça va être important en fait de vouloir mettre de la conscience là-dessus. Et j'ai vu pas mal de témoignages comme ça, ou des personnes qui sont venues me voir et qui travaillent avec nous maintenant, qui nous ont dit bah voilà, avec une approche d'alimentation intuitive, finalement j'étais plus dans le binge au quotidien et ça m'a pas servi. Et évidemment c'est pas ce qu'enseigne l'alimentation intuitive, c'est pas ça qu'elle recommande. Quand il dit ne pas se restreindre dans la nourriture, il dit pas en gros faites-vous des crises d'hyperphagie toute la journée, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais je pense que du coup il manque quelques éléments de compréhension. Après j'imagine que les personnes qui sont formées à ça et les deux autrices de cette méthode-là, en fait, avec les personnes qu'elles accompagnent, elles ont forcément une approche un peu nutritionnelle à un moment donné. J'imagine qu'elles enseignent des choses sur l'alimentation, puisqu'elles parlent d'alimentation kind, donc d'apporter des aliments qui font du bien au corps. Et pour faire du bien au corps, à un moment donné, on est bien obligé d'appeler un chat et de se poser la question de qu'est-ce qu'il y a dans les aliments et qu'est-ce qu'ils apportent en termes de nutriments et de quoi notre corps a besoin. On est bien obligé à un moment donné de se poser la question. Donc j'imagine qu'il y a quand même un peu de nutrition là-dedans. Mais voilà pour ma réaction et ce que je pense des 10 principes quand je les lis comme ça. Après, c'est une approche sur laquelle je m'étais plus concentrée il y a quelques années maintenant. Je pense il y a 2 ou 3 ans quand j'avais découvert ça.
Voilà, et moi il y a des choses qui pour moi sont un no-go. Le fait de refuser de regarder ce qui se fait, c'est pas un truc voilà, qui me parle. Donc c'est pour ça que je ne suis pas certifiée dans l'alimentation intuitive, c'est parce que cet aspect-là ne me parle pas. Mais bien sûr, beaucoup d'aspects dans cette approche me parlent. Donc voilà. Écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo. Si vous avez envie de voir d'un peu plus près ce qu'on fait, je vous le rappelle, vous avez tous les liens en barre d'infos. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous gratuit avec l'une des coachs de l'équipe qui va vous recevoir et qui va permettre avec vous d'aller regarder en fait ce qui se passe pour vous. Est-ce que ce que vous vivez et les problématiques que vous rencontrez relèvent du coaching? Est-ce que ça relève de la nutrition? Est-ce que ça relève de la psychologie? Et dans ce cas, de vous orienter vers la bonne personne, même si cette bonne personne, c'est pas forcément nous et ce que nous on vous propose pour la suite si vous continuez de travailler avec nous. Donc voilà, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.